3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Hervé Goulet-Kerr est avec nous, Senior Economic Advisor d'Accuracy. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. François Cabot nous accompagne, économiste zone euro chez AXA. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Et Damien Charlet est à nos côtés également, directeur de la gestion sous mandat de Mandarine Gestion. Bonsoir Damien. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là Damien. La plupart du temps, les actions montent, parfois elles baissent. C'est le cas aujourd'hui et c'est le cas peut-être depuis le début du mois de novembre, après 7 mois de hausse partant du point bas d'avril dernier et de Liberation Day. Et dans ces moments-là, on cherche toujours quelques explications. Damien, qu'est-ce qui a changé entre l'environnement dans lequel les marchés et les investisseurs évoluaient il y a 3 semaines, 1 mois et aujourd'hui ? Alors on sait qu'il ne suffit de pas grand-chose pour que la situation change. Mais en préambule, je voulais quand même rappeler que les indices boursiers depuis le début de l'année sont quand même en hausse assez sensible. Donc effectivement, il y a un affaiblissement depuis quelques jours, mais on est encore à 13-15% sur les marchés américains, 13% sur l'Eurostoxx, 22% sur le Nikkei. Donc on est encore dans une année boursière tout à fait correcte et avec des hausses qui correspondent, on va dire plus ou moins, aux hausses de bénéfices. Donc rien de particulièrement anormal. Le marché, potentiellement, où il y a eu le moins de hausse des bénéfices, c'est le marché européen. Ouais. Mais essentiellement à cause de problématiques de taux de change et pas vraiment à cause de problématiques de fondamentaux sous-jacents qui se détérioreraient. Donc rien qui nous paraisse très, très, très inquiétant. En ce qui concerne la baisse ou la prise de conscience que les marchés étaient un peu chers, notamment aux États-Unis, depuis on parle de tous les jours depuis voilà. Des semaines. Bon. Mais la prise de conscience, c'est maintenant, quoi. Alors, la prise de conscience est toujours un petit peu douloureuse, mais elle était un petit peu annoncée quand même. Je pense que l'élément déclencheur de ces derniers jours, c'est une prise de conscience que les investissements qui ont été annoncés dans l'intelligence artificielle, parce qu'on parle toujours de l'intelligence artificielle à hausse comme à la baisse, sont des investissements... Alors, on a salué le niveau d'investissement pendant quelques semaines, ou pendant quelques mois, et on commence à réfléchir maintenant, je vais dire seulement, sur la façon dont on va financer ces investissements. Donc on parle quand même de 3 000 milliards d'investissements qui ont été annoncés plus ou moins en cumulé jusqu'entre 2028 et 2030, et un certain nombre de garanties qui ont été fournies par OpenAI, qui n'a à peu près pas de chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc, c'est parti un peu de là. La moitié de ces investissements sont le fait d'OpenAI. Sur les 3 000 milliards, il y en a plus d'1 trillion, 1,5 trillion peut-être, qui proviennent d'OpenAI, qui s'est engagé. Qui s'est engagé. Alors, si on prend l'exemple d'OpenAI et de Oracle, qui a un exemple, ou de Oracle plus particulièrement, qui a un exemple assez criant, et je pense qui illustre bien ce qui se passe actuellement sur les marchés de la technologie et les prises de bénéfices qu'on peut voir. Alors, vous vous souvenez peut-être que Oracle, il y a quelques semaines, a publié ses résultats, a annoncé 450 milliards de carnets de commandes dans le domaine du cloud et de l'intelligence artificielle, ce qui a propulsé son cours de 36% d'une journée. Bon. Depuis cette annonce qui était il y a quelques semaines, le cours a non seulement tout perdu, mais a même perdu plus que ce qu'il avait gagné. Parce que les investisseurs se disent, sortent leur calculette et disent 450 milliards de prise de commande pour un Oracle, comment est-ce qu'ils vont les financer, sachant qu'ils ont un cash flow qui est correct, mais qui n'est pas le même qu'un Microsoft ou qu'un Apple ou qu'un Nvidia. Cash flow négatif, Oracle. Voilà. Donc, en creusant un petit peu derrière, évidemment, on se dit, est-ce que les quantités d'investissement qui ont été promises vont être réalisées. Alors, on prend un deuxième exemple, et là, pour le coup, c'est peut-être plus d'actualité aujourd'hui. On y reviendra juste après, mais dans les investissements, dans ces centaines de milliards d'investissements qui ont été annoncés, en fait, on s'aperçoit que c'est pas tellement des augmentations de capital, c'est pas tant que ça de l'investissement, du crédit bancaire, mais on commence à s'apercevoir que les grandes entreprises font appel à des entreprises privées, des fonds de gestion alternatifs, et plus globalement à la dette privée. Et aujourd'hui, alors il y a eu le problème First Brands il y a dans les marchés de crédit privé. Il y a 2 semaines dans les marchés de crédit privé, qui était un équipementier auto qui s'est annoncé en défaut avec entre 10 et 50 milliards de passifs. On ne sait pas très bien combien, mais enfin, on va dire que globalement, dans du passif à risque direct, il y a entre 5 et 10 milliards. Donc, on a commencé à avoir un premier signal d'alerte sur les marchés de dette privée. Et aujourd'hui, on a une société qui s'appelle Blue Owl,
qui est quand même un gérant qui gère 300 milliards d'actifs privés. Alors, dans ces 300 milliards, il y a 150 milliards de dettes privées. Et ces gens-là donc, ont un fonds sur lequel ils n'arrivent plus à assurer la liquidité, un fonds qui fait 1 milliard. Et donc, en disant que à l'avantage de leurs investisseurs, ils vont le fusionner avec un autre fonds, mais avec une décote de 20%. Enfin bon, tout ça, c'est un peu... Ouais. Ça magouille un petit peu, j'allais dire, mais avec déjà à l'horizon une perte pour l'investisseur privé. Et en fait, on s'aperçoit, là aussi en creusant un petit peu, qu'un Blue Owl, par exemple, a signé récemment un accord avec Meta pour financer un centre de données qui s'appelle Hyperion pour des centaines de milliards et dont il détiendrait 80%, et ces 80% seraient donc détenus par des investisseurs privés avec potentiellement du levier, on ne sait pas très bien à quel niveau, mais donc un très très gros centre de données Meta sera financé par de la dette privée et avec des acteurs de dette privée qui commencent à afficher des difficultés à assurer la liquidité. Ouais. Et tout ça, on parle de beaucoup de choses, mais clairement, ça met du stress sur la liquidité, sur le niveau d'investissement. Et donc, sur la thématique qu'il y a à court terme. On cumule plusieurs sujets, mais il y a effectivement la dimension des investissements et la capacité à réaliser ces investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Et dans le financement, le fait que les marchés privés gèrent une bonne partie de ce financement. Je rappelle, ces marchés privés de dette privée, alors je n'ai plus les ordres de grandeur en tête, mais il y a 10-15 ans, ça pesait quelques milliards, quelques dizaines de milliards à peine. Aujourd'hui c'est plusieurs centaines de milliards, le private credit. C'est 2500 milliards. Oui, non, mais voilà, en 15-20 ans, c'est quand même... La crise précédente, c'est des marchés qui n'existaient pas. Voilà. Pour dire attirés par des rendements à 15%, 20%. Donc, on est toujours dans le même cercle vicieux, dans les mêmes exagérations quand les marchés commencent à monter et que essayer de rechercher du rendement avec des produits parfois. Puis il y a un problème d'opacité en plus, il faut le dire. L'information n'est pas aussi transparente, fluide que dans des marchés liquides ou dans des marchés publics. Voilà, donc on n'est pas en train de dire que tout va se casser la figure, mais c'est vrai que depuis quelques jours, les interrogations s'accumulent et avec des acteurs de l'IA qui ont bénéficié des prévisions d'investissement, et quand il y a des incertitudes qui arrivent, évidemment, les gens prennent les bénéfices, ce qui est normal. L'emblème du jour, dans la circularité des deals, c'est donc Microsoft et Nvidia qui vont investir 15 milliards de dollars dans Anthropic, une des stars de l'IA aux États-Unis. Anthropic qui va elle-même acheter 30 milliards de services Azure auprès de Microsoft. Voilà, donc on a quand même une forme d'étroitesse entre quelques acteurs. Mais ça, c'est les acteurs qui ont de l'argent. Et se revendent. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent, potentiellement, ils ont des besoins. Donc, c'est moins problématique. Bon, qu'est-ce qui se joue dans cette baisse de marché? Sur quoi est-ce que le marché essaye de mettre un prix, là, aujourd'hui, Hervé? Je pense que... c'est plus une recherche de cohérence qu'une recherche de prix, je dirais. Parce que si on va du général au particulier, le général, c'est une incertitude très élevée. L'étage en dessous, c'est l'état de l'économie. Bon, on peut dire que c'est peut-être moins mauvais qu'on ne le pensait, mais c'est médiocre. Et puis, quand on arrive au marché, jusqu'à une date récente, c'était un peu euphorique. Mais quand on regardait cette euphorie, on était quand même obligé de se dire, au moins aux États-Unis, les multiples de capitalisation sont stratosphériques. Le multiple de Shiller, donc le PE que l'on corrige du cycle, on était à 40, un maximum à 44 au moment, juste avant le dégonflement de la bulle Internet. Les signaux d'analyse technique n'étaient pas très bons non plus. Donc on voyait tout de même des marchés surachetés. Donc en fait, sur toute la chronique chiffrée, si j'ose dire, on se disait tout de même il y a de l'exagération. Et puis après, dans la rhétorique, on vient d'en parler beaucoup, mais dans cette rhétorique, en fait, on vend tout de même beaucoup de choses. Hier, pour le contrat, non, pas un contrat. On a fait une lettre de bonnes intentions, si j'ose dire, entre la France et l'Ukraine. Mais tous ces investissements, c'est exactement pareil. C'est des projets que l'on a, mais en sachant bien que... dans le militaire, il y a peut-être 30% des lettres d'intention qui débouchent jamais sur un contrat réel. Et je serais presque à parier que dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça va être exactement pareil. Parce que le modèle économique de tout ça, en fait, on ne le connaît pas très bien. Qui seront les clients? Pour quelle demande? À quel prix? Alors,
tout ça, on ne sait pas bien répondre. Et dans ce cas-là, du côté de l'offre, dans ce petit cartel où chacun essaie de faire la course en tête par rapport aux autres, on a trouvé intelligent de dire « moi, je vais faire plus d'investissement que toi, tu vas voir un peu, et donc je vais avoir une avance sur toi ». La bourse réagissait bien. C'est l'histoire de la vie économique, ça, quand même, Hervé. Enfin, c'est une partie de l'histoire de la vie économique, mais en fait, allez, croyons au choc technologique et aux avancées économiques que cela apportera, mais il ne faut pas oublier que bien souvent, quand on a un choc technologique important, les vainqueurs ne sont pas du côté de l'offre, parce que finalement, il y a une espèce de banalisation qui se fait, et les prix baissent, mais se fait du côté des demandeurs qui sont malins et qui savent utiliser ça d'une façon à la fois intelligente et profitable. Donc en fait, on regarde de ce côté-là des offreurs, alors que peut-être il faudrait regarder du côté des clients de ces offreurs. Là, c'est plus flou, mais c'est peut-être là que les choses vont se passer. Donc j'ai quand même l'impression que si on prend la chronique des chiffres de la macro au marché, et si on prend l'histoire derrière, on a quand même envie de dire que tout ça invite à une certaine prudence. Il faut savoir sortir au bon moment. Alors, est-ce que c'est le bon moment de sortir ? Ça, c'est pas moi qui suis le mieux placé pour le dire, mais je trouve que ça ressemble un petit peu à ça. En fait, on a rêvé sur l'IA, on a rêvé sur la Fed et sur l'ampleur des baisses de taux de vent, on en reparlera peut-être, mais la problématique de la Fed est plus exactement celle que les marchés ont en tête. Bref, le monde change et les marchés ont des espèces de cartographie conjoncturelle, choc structurel, qui date un peu, et puis donc on rêve jusqu'au jour où on trouve qu'on a rêvé un peu trop grand, et la question c'est est-ce qu'aujourd'hui on a rêvé un peu trop grand ? Enfin, ce rêve de l'IA, pour l'instant, c'est vrai qu'il prend... Enfin, c'est plus que l'éléphant dans la pièce. Enfin, quand on voit la contribution à la croissance américaine, je voyais peut-être que 80% des dépenses de l'investissement immobilier aujourd'hui aux États-Unis consistent à construire des data centers. Enfin, je veux dire, on parle plus de résidentiel, de bureaux, etc. C'est tout pour des data centers. Et j'ai l'impression que l'IA prend cette place-là, disproportionnée, démesurée, un peu partout dans l'économie américaine, François. Oui, non, c'est sûr que là, je ne reviendrai pas sur tout ce qu'a dit Damien déjà. Hein. Il y a un espoir et un rêve, comme disait Hervé, qui a été là, qui a été probablement l'histoire des cycles économiques fait qu'on surshoote, on revient à une tendance, on redécouvre effectivement le business model à terme quand il deviendra mature et quand il rencontrera effectivement une demande qui est jusque-là relativement illusive, hein, qu'on a du mal à Quelle demande ? Est-ce que c'est de demande grand public ? Est-ce que c'est du consumer ? Est-ce que c'est de l'entreprise ? Est-ce que c'est du mass market ? Est-ce que c'est du segmenté ? Est-ce qu'on est bien... À l'arrivée, c'est pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes marges, c'est pas le même marché. Donc on est en train de découvrir tout ça. Moi, je trouve que néanmoins, dans le marché, il y a... Et je ne reviendrai pas sur l'aspect IA qui est très clair, et Hervé l'a mentionné à l'instant, l'aspect taux quand même. Et ça revient avec la dynamique de il faut qu'on se finance cette affaire-là. Et de la se financer avec une Fed qui baisse les taux plus ou moins en ligne droite jusqu'à 3%, voire en dessous, ou on resterait à 4% et voire un peu au-dessus, ça raconte une histoire quand même assez différente. Donc là-dessus, on a quand même un changement de pricing de marché assez important, et qui correspond bien au timing. Fin octobre, on passait 100% de baisse de taux en décembre. Après le meeting de la Fed, on était à 60, et là on est à peine 40% en décembre, et on est encore avec encore moins de certitude sur l'après, vu qu'on va découvrir jeudi le début de la séquence des chiffres post-shutdown, et avec ça la réaction de la Fed. Donc je pense que quand même ce rêve, il y a une grande sensibilité, ce rêve d'investissement de CAPEX, il est quand même très sensible au niveau des taux d'intérêt. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé avec les renouvelables, quand on a eu cette bulle verte dans une autre mesure. Mais c'est vrai qu'on s'est aperçu, mais en fait, ce sont avant tout des projets financiers. C'est-à-dire qu'il faut actualiser. Et avec un taux à 0 et un taux à 2, 3, 4%, c'est plus du tout la même histoire que vous fassiez des éoliennes, des panneaux solaires ou autre chose. Tout à fait. Alors, ce qui est très différent et ce qui peut-être apporte un peu d'espoir par rapport à la bulle Internet des années 2000, c'est qu'on a de la croissance, on a des profits et on est leveragé, OK, mais on est quand même moins sur une pente raide qu'on l'était il y a 25 ans. Ouais. Donc là-dessus, déjà, on peut être relativement plus confiant, ce qui était probablement le tonalité de votre discours, et je suis entièrement d'accord avec ça. Maintenant, il y a quand même une histoire qui se racontait autour d'un narratif d'une Fed qui accompagne et qui est dans des baisses de taux par anticipation pour faire atterrir les cycles. Et là, on se rend compte que sans avoir trop donné, en fait, la Fed a changé globalement complètement le ton, et
à la suite de ce meeting de novembre, les différents membres votants sont arrivés en renfort en disant ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas faire de baisse de taux, on n'est pas beaucoup plus convaincus, et ceux qui pensaient qu'ils voulaient faire des baisses de taux, on demande à être convaincu qu'il faille en faire. Donc là-dessus, je pense que ça change la dynamique, parce qu'on se rend bien compte que les opérations de refinancement et de ces investissements-là à horizon long terme, il y a quand même un coût qui va être à absorber et qui n'est pas du tout aussi évident par rapport aux perspectives relativement encore difficiles à entrevoir sur cet environnement-là. Et puis, dernier élément, et on y reviendra sûrement, sur les aspects de taux longs. Alors, c'est plus une histoire peut-être européenne avec le Royaume-Uni, mais quand même aux États-Unis, il y a quand même une histoire de dette publique qui traîne. Alors, avec le shutdown résolu, on sait bien, ça ne résout rien, mais il y a quand même une histoire de les taux courts qui baissent moins et puis les taux longs qui restent accrochés. Et donc là-dessus, effectivement, une pente de courbe qui reste assez steep et qui évidemment, apporte met de l'huile sur le feu quelque part, cette histoire de refinancement. Qu'est-ce qui fait que la Fed pourrait, effectivement, in fine, être en pause à l'occasion du meeting de décembre? C'est un marché du travail, finalement, qui serait meilleur que ce qu'on anticipait, et notamment que ce que Jérôme Powell commençait à décrire autour du mois d'août, à Jackson Hole, etc., en mettant un focus important sur la dégradation du marché du travail. Donc, l'emploi irait mieux? Ou est-ce que c'est des inquiétudes, alors les deux étant corrélés, mais ou est-ce que c'est des inquiétudes vis-à-vis d'une inflation qui commencera à repartir, notamment à travers les biens, peut-être, plus qu'à travers les services, François? Oui, non, je pense qu'il y a les deux, effectivement, qui sont les deux en ligne parties de l'équation on sait jouent. que les deux parties du mandat sont à risque pour la Fed, et avec une subtilité supplémentaire, c'est que on a encore du mal d'un point de vue de données, mais en tout cas, la Fed, elle, est très claire dans son discours sur le marché de l'emploi est-il faible parce que la demande est faible, ou parce que l'offre est restreinte. Et là, ce qui était assez surprenant, en tout cas de notre point de vue, parce qu'on n'a pas beaucoup de données, c'est que en novembre, Powell a quand même dit que très clairement, c'est quand même plutôt une histoire d'offre, cette histoire-là, et donc du coup quelque part inflationniste. Donc là-dessus, effectivement, la tonalité a été relativement claire, et il leur faudrait peut-être plus que ce que l'ADP nous a donné et ce que les indicateurs ISM emploi qui ont un peu rebondi mollement, mais ces deux derniers mois, pour effectivement diguer pour renverser la tendance et quelque part délivrer une baisse de taux en décembre. Bon, des problèmes d'offres qui ont été auto-créés ou auto-infligés en partie par l'administration Trump. Je ne sais pas s'il reviendra sur sa politique migratoire. En tout cas, il est déjà en train de revenir quand même sur certains tarifs douaniers qui concernent des biens de première nécessité, notamment dans la sphère agroalimentaire. Hervé. Oui, je crois que sur l'aspect politique de Trump, il ne faut pas raisonner en se disant « il a dit, il a fait, maintenant on est au clair, on est capable d'allonger notre vision ». En fait, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, change souvent d'avis, et donc la capacité à être surpris va être grande. Alors on peut être surpris positivement ou négativement. Il n'empêche que les anticipations qu'on fait sur Monsieur Trump et sur ses décisions, ces anticipations, elles valent pas grand-chose. Elles seront confrontées vraisemblablement à des remises en cause. Donc de ce côté-là, il faut être attentif. Du côté de la Fed, elle est quand même confrontée à un certain nombre de difficultés. La première, c'est Trump, d'ailleurs. Et quelle est la part de Trump dans les deux baisses de taux que l'on a déjà eues? Il y avait quand même vraisemblablement une volonté de calmer le débat parce qu'il prenait une ampleur qui, pour toute personne attachée à son mandat, ne pouvait qu'être inquiétante. Donc, ils ont délivré en donnant le discours rationnel qu'il fallait donner, mais derrière cette rationalité, il y avait tout de même la nécessité de calmer le jeu. Je pense qu'il faut garder cela. Deuxièmement, leur double mandat, inflation-croissance, c'est un mandat de courbe de Phillips. Donc, c'est un mandat un peu années 60, c'est-à-dire le taux de chômage baisse, l'inflation monte. Et ça, c'est bien la demande. Et donc, si on est dans une logique de marché du travail qui est plutôt conduite par des contraintes d'offres, ça marche plus du tout pareil. Et dans ce cas-là, ils se trouvent avec leur double mandat, ils savent pas qu'en faire. Ils viennent de revoir les attendus de leur politique, ils vont pas les revoir encore parce qu'ils s'attendaient pas à Trump, ils s'attendaient pas à l'immigration, et donc ils sont aujourd'hui dans une situation qui est embarrassante au point que on aime bien aux États-Unis raisonner en taux neutre, c'est-à-dire le taux qui n'aurait pas d'incidence sur le profil de la croissance. Aujourd'hui,
quand on est savant, on dit qu'il est à 3,75. Donc, en gros, on a une neutralité de la politique monétaire. Mais il y a un débat. Il y a ceux, alors plutôt les académiques, qui vont dire non, il y a tous les changements structurels poussent le taux neutre à la hausse. Il faut se préparer peut-être à quelque chose de 5%. Et puis, il y a les Trumpistes qui disent non, vous comprenez rien, il est à 2,5. Miran, donc le nouveau membre du FOMC, dit qu'il est à 2,5. Donc, en fait, je pense que méthodologiquement, ils ont une difficulté et la traduction chiffrée est aussi une autre difficulté dans l'environnement plus politique que l'on a décrit. Donc, en fait, lorsque le président Powell, Powell, nous dit dans le brouillard, il faut rouler lentement. En fait, ça c'est sûr. Dans le brouillard, il faut rouler lentement. Donc là, on n'a pas de chiffres. Quand on n'a pas de chiffres, les chiffres qu'on peut qualifier d'officiels, publics. On a eu des chiffres privés, mais sur l'emploi, les chiffres privés, ils tirent à U et à Dia. Donc, en fait, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Donc, c'est vrai qu'il faut commencer par mieux savoir et peut-être qu'on aura une décision. Donc, dans 10 jours ou 15 Est-ce jours... qu'on saura beaucoup mieux c'est peut-être un peu court. Pas sûr. Avec effectivement un niveau de dissension très inhabituel au sein du FOMC sur la dernière décision. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est vrai que sur une séance comme ça, un peu de baisse appuyée, les taux longs ne bougent pas, quoi. C'est toujours un peu la même histoire. 10 ans américains, à peine, reste à 4,10, quoi. Alors, je pense qu'une des problématiques, ou une des différences avec le passé, qui est qu'on ne voit pas cette espèce de valeur refuge que seraient les taux américains, c'est que les investisseurs internationaux, aujourd'hui, ils essaient de diversifier leur change. Donc, comme ils sont un peu inquiets par la direction pourrait prendre le dollar, ils vont aller chercher d'autres devises. Pas encore du Bitcoin apparemment, puisque ça reste très corrélé au marché financier, mais ils vont aller chercher d'autres devises, ou alors aller chercher d'autres taux, comme le taux japonais qui n'arrête pas de grimper, donc qui offre un rendement un peu meilleur, ou un arbitrage un peu moins défavorable qu'avant. Mais la problématique, c'est tous les risques qu'il y a autour du dollar. Je pense que c'est la raison pour laquelle les taux ne bougent pas. C'est est-ce que Trump va prendre le pouvoir à la Fed et faire n'importe quoi avec le bilan de la Fed ou avec les taux d'intérêt pour monétiser son déficit budgétaire, ce qui reviendrait à de l'émission de papier, de l'émission de dollars et qui ferait baisser le dollar. Donc ça, je pense qu'il y a une certaine méfiance là-dessus. Dans les autres éléments, il y a quand même une incertitude sur la direction que prend l'économie américaine aujourd'hui. Alors, on n'est pas particulièrement inquiet. Je veux dire, pour l'instant, ça résiste très bien. Les tendances de ces derniers mois, c'était plutôt de la révision à la hausse que l'inverse. Mais malgré tout, effectivement, avec une absence de chiffres et puis des interrogations sur le marché de l'emploi... Il va y avoir des chèques, hein. Oui, alors... Bah oui. Éventuellement. Éventuellement. Éventuellement... Les élections approchent, mais est-ce que les chèques vont faire que le marché de l'emploi va s'améliorer ? Ça serait un one-shot qui, effectivement... Non, mais c'est la croissance feu de paille, mais je veux dire... Ou est-ce que ça serait du taux d'épargne supplémentaire ? Peut-être en partie l'un et partie l'autre. Le chèque, j'allais dire... Bon, c'est très bien, mais normalement, les droits de douane, ils servent à financer le déficit budgétaire, ils ne servent pas à financer les chèques, et donc ils auront du mal à financer les deux. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même des interrogations sur le sens de la croissance économique américaine. Ouais. Et ça aussi, ça pèse un peu potentiellement sur le dollar. Donc, il y a peut-être moins d'acheteurs de treasuries américains parce qu'il y a trop d'interrogations sur ce que sera la valeur de la devise dans 6 mois. Hervé, et puis concrètement, les deux économies, je veux bien, c'est quoi le chemin des taux de la Fed là, que vous avez dans vos tablettes aujourd'hui, Hervé? Alors, moi, juste un point. Un article du Financial Times, il y a moins de 2 semaines, qui reprenait une étude académique que j'avais ratée, mais qui est assez troublante sur le profil des taux d'intérêt à long terme. On regarde depuis 90, je crois. En fait, les mouvements de taux longs sont tous intervenus dans les quelques jours autour d'une réunion de la Fed. Ouais. Donc en fait, c'est en gros un dialogue entre la Fed
et le marché des taux. L'un regarde l'autre, qui anticipe le premier. Et en fait, il y avait cette endogénéité qui fait que tout était simple, tout était clair. Depuis, en gros, 2024, eh bien, ça marche plus du tout comme ça. Les taux longs vivent leur vie par rapport à ce que fait la Fed. Donc, en fait, l'équation de taux longs est beaucoup plus compliquée. Il y a plus de variables aujourd'hui que ce n'était simple pendant plus de 30 ans. Donc, il y a un vrai changement, semble-t-il, du marché obligataire. Et donc, il va falloir réfléchir à tout ce qu'on met dedans. Ça, c'était la première question. La réponse à la seconde question, moi, je fais plutôt partie du camp à considérer que le taux neutre, eh bien, il est plutôt à la hausse qu'à la baisse aujourd'hui, autour de 4. À mon avis, le potentiel de baisse est limité et je pense que le choix des hommes, le poids du politique va jouer là-dedans. Mais dans tous les cas, moi, je pense que le potentiel de baisse n'est pas extrêmement important. On n'est pas important. loin. Si les baisses de taux continuaient, ça nous amènerait assez vite en territoire accommodant, d'accommodation monétaire. Chez AXA, qu'est-ce que vous dites sur les baisses de taux Pour l'instant, on a gardé décembre, en attendant effectivement la publication des chiffres économiques sur les prochaines semaines. Et après, une baisse par trimestre en 2025, ce qui nous arrive à 3, à 3. D'accord. Qui est en fait, je suis d'accord sur le fait que les taux neutres peuvent être plus élevés, mais la Fed ne bougera pas ce référentiel-là d'elle-même si vite. Donc, dans leur référentiel à eux, s'ils arrivent au-dessus de 3, c'est-à-dire qu'ils sont encore en territoire restrictif, qui est leur taux neutre. Et donc, dès lors, pour nous, on leur voit une pente qui est atterrie sur le 3. Damien ? J'avais juste une remarque qui est plutôt en prospective par rapport à l'évolution des taux américains, c'est que on parle beaucoup des mouvements de taux de la Fed, mais on parle moins, et pourtant ils l'ont officialisé, de la fin du bilan, QT, bien sûr. Et la fin du QT, et éventuellement, certains économistes pensent que deuxième moitié de l'année prochaine, il pourrait commencer un QE. Mais c'est un bazooka. C'est un bazooka potentiel. Bien sûr. Dans la série des économistes qui ont fait un peu les maths du truc, ce qu'on explique, c'est qu'en réinvestissant une partie du bilan, on va couvrir quand même, mois par mois, une bonne partie des émissions du Trésor. Et avec, je pense quand même, dans l'idée que les taux ne montent pas. Voilà. Enfin, notre ministre des Finances américain, Scott Bessent, parce qu'il faut dire Bessent parce que c'est un nom français, et pas Bessent, s'il vous plaît. Donc notre ami Scott Bessent, il a quand même écrit au printemps dernier une longue étude pour dire tout le mal qu'il pensait des travers pris par la politique monétaire tout au long des dernières années. Et au nombre de ces travers, il y en a un qui est beaucoup plus gros que les autres, c'est le quantitative easing. Oui. Donc, alors, est-ce qu'il sera à la Fed? Peut-être pas, mais peut-être que son ami Kevin Warsh sera à la Fed. Et dans ce cas-là, j'ai quand même l'impression qu'il y a une confusion dans l'entourage de Trump entre ceux qui disent il faut revenir à une orthodoxie, c'est l'arme des taux, parce que si ce n'est pas l'arme des taux, eh bien, on tombe dans des travers qu'on a du mal à récupérer. Et ceux qui disent ça serait quand même drôlement bien, avec un marché des taux qui nous envoie des signaux un petit peu bizarres, qu'on ait une aide de la Banque centrale. Et pour le moment, il y a de la confusion sur le sujet, et je ne sais pas du tout dans quel sens ils vont aller. Bon. Le KPI de Bessent, ça reste quand même les taux longs. Il a fixé son indicateur de performance, c'est des taux longs, et des taux longs plutôt mesurés, modérés, partant des niveaux actuels. Oui, mais avec des prix qui viennent d'une logique de marché, pas d'une logique administrée par la Banque centrale. Parlons de l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut dire Alors si, un point qui m'a intéressé, c'est toujours cette révolution en Allemagne depuis le discours de Friedrich Merz en mars de cette année. Alors j'ai compris, la relance, ça commence maintenant, il ne s'est rien passé jusqu'à présent, mais ça commence aujourd'hui. Dernière annonce en date, l'idée ce que nous on appelait en France le bouclier tarifaire, mais qui est à peu près la même idée pour les industriels allemands électro-intensifs. On va dissocier les prix de gros, les prix de détail du marché de l'énergie et de l'électricité pour favoriser l'industrie allemande. Encore une fois, pour un pays qui vient de l'orthodoxie budgétaire maximale et surtout de la compétitivité hors prix, pas besoin d'avoir des prix les plus bas. La qualité allemande fait le reste. On mesure, jour après jour, quand même, l'ampleur du virage qui est pris par l'Allemagne, François. Et quel virage nécessaire ? Un chiffre, 100,1. Si vous rebasez le PIB allemand au T4 2019, aujourd'hui, c'est 100,1.
encéphalogramme plat. Absolument. Donc ça fait presque 6 ans qu'il ne s'est absolument rien passé. Donc Virage était bien évidemment attendu et Virage nécessitant effectivement les grands moyens, à la fois budgétaires par le plan d'infrastructure défense, sur des mesures également sectorielles comme vous l'indiquez sur l'énergie, la production industrielle énergie intensive, réforme structurelle sur le déploiement aussi. Donc il y a quand même besoin de on se rend bien compte que l'Allemagne a été à l'arrêt. Et pas qu'économiquement, aussi institutionnellement, pendant tout ce temps-là. Donc il y a vraiment besoin d'une révolution pleine et entière sur l'ensemble des pans de l'économie pour qu'effectivement on puisse avoir un rebond. C'est quand même intéressant de voir que malgré les baisses des prix de l'énergie, malgré tout, depuis le choc de 2022, l'industrie allemande énergie intensive ne produit rien depuis 2 ans. Donc quand vous regardez la courbe de production industrielle énergie intensive, vous êtes plat. Et donc, on sent bien qu'il y a un besoin de soutien du business model qui ne s'est pas retrouvé et qu'il y a un besoin effectivement d'un signal prix pour enclencher la machine pour que ceci puisse se faire. Donc, quand vous regardez la production de papier, la production de métaux de base, etc., il se passe vraiment pas grand-chose. Donc, il y a effectivement... Quand vous allez faire l'infrastructure, c'est-à-dire des ponts, des écoles, donc des bonnes relances keynésiennes, comme on évoquait tout à l'heure, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et donc, il y a un côté digitalisation, certes, mais on fait quand même beaucoup de choses de la basse économie, mais qui n'empêche est nécessaire et qui n'a pas été fait depuis de nombreuses années. Il y a effectivement besoin, manifestement, de cet ensemble de paquets de mesures et dont on voit, parce que de notre point de vue, le marché a été un peu en anticipation de ce rebond économique et nous on est beaucoup plus prudents sur le rebond de croissance parce que aussi ces réformes et ces mesures de politique économique là sont tout juste prises et donc nous on n'aura vraiment effet qu'à partir du Q2 H2 2026, donc c'est que là qu'on va commencer à avoir vraiment un démarrage et pas du tout au début de l'année 2026 comme certains collègues et commentaires de marché l'espèrent ou l'anticipent. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que l'initiative du gouvernement fédéral est suivie par les entreprises privées. Il y a le plan Made for Germany qui apporte un soutien privé d'entreprises privées, pas que des entreprises allemandes d'ailleurs. J'ai vu que c'est aussi des entreprises multinationales qui viennent, avec de l'argent privé, soutenir, renforcer, augmenter encore les initiatives publiques. C'est quand même... il y a quand même un truc vertueux. Que les résultats arrivent au second semestre 2026 plutôt qu'au deuxième trimestre, j'en sais rien. Mais il y a quand même un truc... l'idée qu'on va avoir de la visibilité quand même sur la croissance allemande, peut-être plus que ce qu'on a eu l'habitude ces dernières années. Alors, peut-être que c'était facile de prévoir qu'il n'allait rien se passer, mais là, on va avoir un chemin visible quand même. Oui, visible, et puis à la hausse, effectivement, avec l'idée d'avoir une accélération à partir du T2, du H2 2026. Et donc, ça vous fait, pour nous, 0,7 de croissance l'année prochaine, et puis probablement un peu au-dessus de 1 en 2027. Mais c'est vrai que c'est quand même un démarrage lent, parce qu'on est parti, il faut se le rappeler, sur 12 ans de programme d'investissement. Effectivement, il y a vraiment... Donc, avec ça, ils arriveront à peine à faire aussi bien que la France, alors en termes de croissance. En termes de croissance, ils seront au-dessus de nous, voilà. Mais avec un potentiel. Alors, il faut quand même rappeler d'où on part, parce que quand on compare la croissance réalisée, il faut la comparer aussi à son potentiel. On évoquait le taux tout à l'heure. Le potentiel allemand aujourd'hui, c'est 0,4, 0,5. Le potentiel français, c'est 1,1, 1,2. D'accord. Donc nous, on sera sous le potentiel quand eux seront au-dessus du potentiel pendant peut-être plusieurs années. Et donc, en prévision, pour nous, on a le déficit allemand à la même hauteur que le déficit français en 2027. Oui, ce qui ne va pas rendre la tâche de la BCE plus facile encore, j'imagine. Aussi. Bon. Non, mais ça fait partie des bonnes nouvelles de cette année 2025. On se raccroche à ce qu'on peut quand même. Là, c'est pas un petit truc quand même. Tout est déjà dans les prix de marché quand on regarde le marché allemand, par exemple, Damien. Non, je suis pas convaincu. Je pense que, alors, justement, au niveau prospectif, on a parlé des États-Unis, on a parlé d'Europe, et je pense que ce qui est important de souligner aujourd'hui, c'est que mon sentiment, c'est qu'on a une meilleure visibilité, paradoxalement, sur la croissance européenne que sur la croissance américaine. Alors, ça ne veut pas dire que la croissance européenne va rester inférieure à la croissance américaine, mais en tout cas, on se pose moins de questions sur la croissance européenne, avec des niveaux de valo qui ont toujours été inférieurs au niveau américain, mais si on regarde en relatif par rapport à la moyenne historique, l'Europe est, on va dire, 5-10% supérieure à sa moyenne, et les États-Unis sont un bon 20% au-dessus. Donc, l'Europe, en relatif, est moins chère, a une visibilité qui est un peu meilleure, a certes un peu moins de croissance, mais ces éléments-là, plus le fait que, potentiellement aussi, le marché européen ou les indices européens sont constitués d'entreprises un peu plus diversifiées, un peu moins tirées par l'IA,
et avec en 2026 peut-être aussi un peu moins, alors ça on verra, mais un peu moins d'effets négatifs de change. Tous ces éléments-là font que on aura peut-être une croissance en relatif en Europe des entreprises qui sera meilleure par rapport elle ne sera pas supérieure aux entreprises américaines, mais elle se rapprochera de la croissance. En dérivés secondes, oui, en dérivés secondes, exactement, avec une dynamique qui sera meilleure, avec une visibilité qui est potentiellement un petit peu C'est-à-dire meilleure. que l'investissement boursier en Europe revient dans le jeu quand même. Je pense. Ouais. Je pense. Et avec des investisseurs internationaux qui commencent juste à revenir, à mon avis. Ils étaient... j'ai déjà rappelé, je pense, plusieurs reprises, mais l'Europe a déjà surperformé largement fin 2024, début 2025, avant qu'il y ait Liberation Day. Et je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, ça ne recommencerait pas. Ouais. Hervé? Moi, c'est l'histoire allemande. Je pense qu'il faut la regarder avec plus de prudence que ce que vous dites, François. Je t'ai trouvé prudent déjà, François. Bon, je ne sais pas si je vous défends, François, mais j'ai trouvé justement. Je vais remettre une autre couche de prudence. Plus prudent, alors. Ok. Parce que je pense que... C'est pas quand même comme si c'était rien passé. Non, mais il y a eu de très belles annonces. Maintenant, la question, c'est la déclinaison des annonces dans un environnement politique allemand compliqué et qui va contraindre l'action du gouvernement, l'action du chancelier Mersch. D'abord, c'est un secret pour personne que la majorité, elle est un peu qu'à un quart entre les... Oui, mais c'est vrai aussi en Allemagne. Ouais. C'est vrai aussi en Allemagne. Donc c'est le capital politique qui lui manque. Donc en fait, il y a cela. Il ne faut pas oublier que les sondages donnent Alternative pour Deutschland devant. Il n'y a pas une grosse différence, mais devant les démocrates chrétiens. Et il y a quand même beaucoup de papiers qui sortent en Allemagne pour dire on utilise l'argent des plans pour autre chose que ce que l'on veut. On a besoin de dépenser ici ou là parce qu'il y a des incendies plus politiques qu'économiques. Et donc, en fait, la capacité d'action vertueuse avec un multiplicateur économique élevé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des questions de calendrier, et là, je suis d'accord avec François, tout va prendre plus de temps, mais j'ai en plus le sentiment que le fléchage pourrait être moins économiquement vertueux que ce que l'on pensait, et que donc, moi, je suis un peu prudent, encore plus prudent en disant finalement on a cru des tas de choses parce qu'on a un regard sur l'Allemagne assez classique. Ils disent, ils font. Là, il y a un embarras qui est quand même assez élevé. Et donc, à ce niveau-là, je suis un peu inquiet. Et puis, quand même, sur l'Europe, on est géopolitiquement pas stable du tout. Qu'est-ce qui va se passer sur notre frontière de l'Est? On n'en a pas d'idée. Avec quelles implications? Notre relation avec les États-Unis, elle est compliquée. Aujourd'hui, les histoires de politique commerciale se sont apaisés, mais pour combien de temps? La versatilité du président américain fait que... Il ne va pas nous refaire un Liberation Day tous les 6 mois quand même. Là, je crois qu'il a lui-même a compris aussi. Non Écoutez, il peut nous revenir en disant vous avez pris des engagements sur vos achats, où en est-il? Vous avez pris des engagements sur vos investissements chez nous, où en est-il? Où en sont-ils? Et puis, la relation avec la Chine est compliquée aussi. Et donc, Chinois et Américains vont savoir jouer de la faiblesse européenne. Et donc, je pense que la capacité à être surpris à l'horizon des prochains trimestres par l'au-delà de nos frontières économiques est quand même assez grande. Donc, l'Allemagne, je ne sais pas. La France, on a du mal à être optimiste. L'Italie, alors au niveau des comptes publics, c'est plus vertueux. Tant mieux, c'est pas pour ça qu'il y a beaucoup de croissance. En Espagne, la croissance est un peu artificielle. Donc, tout ça mis bout à bout, moi j'ai l'impression que s'il y a des interrogations de l'autre côté de l'Atlantique, il y en a un peu chez nous. Une note de prudence qui, j'allais dire, convient à la séance boursière du jour. Hervé, merci beaucoup à vous trois en tout cas. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Hervé Gouletker, Accuracy, François Cabot, AXA, Damien Charlet, Mandarin Gestion.